Salut à toi, Miroliste. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'âmes égales, le podcast francophone consacré à Daggerheart. Je m'appelle Pierre, je suis maître du jeu et joueur depuis plus de 5 ans dans divers systèmes de jeu, jusqu'à ce que je tombe amoureux de Daggerheart. Tu es prêt à te lancer dans l'aventure Daggerheart, mais tu n'as pas encore lu les règles, ni même compris comment fonctionne une feuille de personnage. Pas de stress, je t'explique tout. Pour que ça soit plus simple pour t'expliquer, je t'invite à télécharger le kit de démarrage gratuit et en français que tu peux trouver sur le site de Black Book Edition. Attention, si tu es joueur ou joueuse, je te conseille de ne pas tout lire. Seul le MJ devrait lire l'intégralité pour se préparer à l'aventure. Si tu veux la vivre, limite-toi aux pages 1 à 21 qui t'introduiront aux règles de base et aux personnages prétirés de l'aventure. Je te propose d'expliquer la page 3, qui est la fiche de personnage de Marlo Bonvent, une ensorceleuse elfe, l'un des 5 personnages jouables de cette aventure d'initiation à Daggerheart. Cette fiche est similaire, quels que soient tes choix d'héritage, de classe, de compétences, etc. Mais certaines parties peuvent différer si tu utilises une autre fiche de prétiré ou si tu télécharges une fiche vierge pour une classe précise. Je t'expliquerai ça au fur et à mesure de notre parcours de cette feuille. Tu as ta fiche sous les yeux ? Bien. Commençons par le haut de la feuille et allons-y bloc par bloc. Tout d'abord, en haut à gauche, tu trouveras la classe et les domaines du personnage ainsi que les icônes des domaines. La classe représente un petit peu le métier d'aventurier de ton personnage. Tu pourrais être un roublard, un guerrier, un mage ou encore un rôdeur. Marlo est une ensorceleuse, une sorte de mage dont la magie est innée, inhérente à sa nature et non étudiée. De par sa classe, elle a accès aux domaines arcane et minuit, qui représentent ses domaines de compétences, ceux dans lesquels sa classe excelle. Chaque classe a accès à 2 domaines, et une combinaison de 2 domaines donnera toujours la même classe. Mais 2 classes pourront partager un même domaine. Par exemple, la classe roublard et ensorceleur partage le domaine de minuit. Une nouvelle classe, actuellement en bêta, l'assassin, tire également ses capacités du domaine de minuit. Je consacrerai bientôt un épisode entier sur les différentes classes et leurs domaines. Il faut surtout retenir qu'une classe est définie par 2 domaines et qu'ensemble, ils représentent la grande majorité des compétences d'un personnage. Juste à côté, on va retrouver quelques informations de base du personnage. Son nom, Marlo Bonvent, ses pronoms, elle, son héritage, elfe originaire du savoir, et sa sous-classe, origine primordiale, ainsi que le niveau du personnage. Elle est de niveau 1 pour cette aventure. Tu es libre de changer le nom ainsi que les pronoms du personnage à ta volonté. C'est le personnage que tu incarneras lors de ta toute première aventure, alors fais-toi plaisir. Et c'est pas parce que tu es un homme que tu dois jouer un homme. Tu as le droit de jouer un personnage féminin. Ou inversement, si tu es une femme, tu as le droit de jouer aussi un personnage masculin. Tu peux même sortir de la binarité si tu es à l'aise avec ça. Ça peut être amusant le temps d'une session de jeu de jouer un autre genre que celui dont on a l'habitude. Pour ce qui est de l'héritage et de la sous-classe, il s'agit de traits fixes qui ajouteront quelques compétences à ton personnage. L'héritage va représenter ton ascendance. Elfe, humain, orc, être mécanique ne sont qu'un petit échantillonnage de ce que peut être ton personnage. La communauté, ici originaire du savoir, représente les conditions dans lesquelles ton personnage a grandi et évolué avant de commencer son aventure avec toi. A-t-il passé son temps à la bibliothèque, dans les bas-fonds de la ville, dans la nature ou près du rivage ? Il aura forcément appris quelque chose de cette expérience, de cette première vie avant l'aventure. Ensuite, la sous-classe est une spécialisation de ton personnage. Chaque classe dispose de 2 sous-classes et il faudra en choisir une lors de la création de ton personnage. Ta sous-classe apportera une compétence unique à ton personnage qui pourra évoluer et gagner en puissance en montant de niveau. En parlant de niveau, tu commences cette aventure au niveau 1. Mais tu peux demander à ton MJ si vous pouvez commencer à un plus haut niveau quand tu feras un prochain personnage pour une prochaine aventure. Sur une campagne, les personnages sont amenés à gagner en niveau et donc devenir plus puissants. Dans Daggerheart, le niveau maximum est le niveau 10. Mais il faudra de nombreuses sessions pour arriver à un tel niveau de puissance. On en a fini avec cette première ligne. Il y avait beaucoup à dire, mais c'est les bases de ton personnage. Tout ce qu'il y a en dessous va découler de ces premiers choix que tu auras faits. Sur la ligne suivante, tu trouveras à gauche l'esquive et l'armure. L'esquive est déterminée par la classe que tu as choisie et potentiellement des bonus ou malus dépendant de ton équipement ou de tes compétences. Ce nombre représente la difficulté qu'un monstre aura pour essayer de te toucher avec une attaque. Plus il est élevé, et plus tu esquiveras les coups facilement. Mais si un ennemi te touche, tu pourras utiliser des points d'armure qui sont déterminés par ton armure pour
encaisser les dégâts à la place de tes PV. En parlant de PV, on va regarder juste en dessous la case dégâts et santé. Cette case va représenter la santé physique et émotionnelle de ton personnage. Les PV ou points de vie sont eux aussi déterminés par ta classe. Les cases entourées d'un trait plein représentent les points de vie qu'a ton personnage. Ceux en pointillés peuvent être mis en trait plein grâce à un bonus, tel qu'une montée de niveau ou une compétence en particulier. Marlowe a 6 points de vie. Ça peut te sembler peu si tu as l'habitude d'autres jeux, mais sache que dans Daggerheart, les dégâts ne sont pas directement issus d'un jet de dés. Ils sont comparés au seuil de dégâts, qui dépendent à la fois de l'armure équipée et du niveau du personnage. Dans le cas de Marlowe, ces seuils sont 7 et 14, ce qui signifie que quand une attaque lui inflige des dégâts, si ces dégâts sont strictement inférieurs à 7, alors Marlowe subira des dégâts mineurs et marquera 1 point de vie. S'ils sont compris entre 7 inclus et 14 exclus, les dégâts seront majeurs et Marlowe marquera 2 points de vie. Si les dégâts montent à 14 ou plus, les dégâts seront graves et Marlowe devra marquer 3 points de vie. Comme je l'ai dit il y a 1 minute, en plus de déterminer les seuils d'armure, l'armure de Marlowe a un score d'armure qui lui permettra, en marquant un emplacement d'armure, de réduire de 1 les dégâts encaissés, passant de grave à majeur, de majeur à mineur ou de mineur à pas de dégâts. Mais un seul emplacement d'armure pourra être utilisé par attaque encaissée. Juste en dessous des PV, tu retrouves ton stress, qui sera utile pour activer certaines compétences de ton personnage. Le stress est représenté comme pour les PV par des cases avec un trait plein. Mais cette fois-ci, tout le monde commence avec la même quantité, 6, qui peut également évoluer en montant de niveau ou grâce à certaines capacités. Les ennemis peuvent aussi te forcer à marquer un stress. Et si jamais tu n'as plus d'emplacement de stress, tu devras marquer un PV. Et là, ton armure ne pourra pas t'aider. Que ce soit tes PV, ton stress ou tes points d'armure, quand tu utilises une de ces ressources, enfin que tu dois la marquer, il te suffit de noircir la case correspondante et de la gommer quand tu la récupères. Certaines personnes utilisent un crayon de papier pour facilement écrire et gommer. Mais avec mon groupe, on préfère mettre la fiche dans une pochette plastique et utiliser des marqueurs facilement effaçables directement sur la pochette. En continuant sur la colonne de gauche, tu trouveras l'espoir et les expériences. L'espoir est une ressource que tu pourras acquérir et dépenser au cours de la partie pour avoir différents effets. Le prochain épisode ira en détail sur cette mécanique. Sache que chaque personnage commence avec 2 espoirs et pourra en avoir au maximum 6. Chaque classe a une capacité d'espoir qui lui est propre. Dans les règles de base, le coût pour activer cette capacité est de 3 espoirs, mais il n'est pas exclu que d'autres classes puissent avoir des capacités avec d'autres coûts, 2 ou 4 par exemple. La capacité d'espoir des ensorceleurs est magie volatile, qui permet de relancer les dés de dégâts sur une attaque magique pour potentiellement augmenter les dégâts infligés à un adversaire. Une autre façon de dépenser l'espoir est d'utiliser une expérience pour gagner un bonus à une action. Cette expérience est déterminée conjointement avec le MJ en amont. Pour Marlowe, les expériences choisies sont Mage Royal et Moi Présent Jamais. Les expériences sont suffisamment vagues pour te permettre de les appliquer dans différents cas de figure, mais représentent les expériences passées de ton personnage. Par exemple, Marlowe pourrait utiliser sa première expérience, Mage Royal, pour analyser un objet magique, ou pour faire valoir son statut lors d'une négociation. Et sa deuxième expérience, Moi Présent Jamais, pourrait être utilisée pour attaquer des ennemis qui a lancé une autre attaque sur un allié, ou alors pour contrer un argument qui serait en la défaveur de Marlowe. C'est un outil puissant qui permet d'ajouter de la narration, puisqu'il est nécessaire d'expliquer pourquoi cette expérience est efficace dans la situation actuelle. Dans ce cas, tu dépenses un espoir pour obtenir le bonus indiqué, qui est de +2 au niveau 1, mais qui pourra augmenter par la suite. Plus bas sur la feuille, nous avons l'or, qui est une valeur approximative de l'argent que possède le personnage, divisé en poignées, sacs et coffres. Il faudra 10 poignées pour avoir un sac et 10 sacs pour avoir un coffre. La quantité d'or reste assez abstraite pour ne pas s'encombrer avec du calcul de comptable, mais rien ne t'empêche d'aller dans les détails si tu aimes ça. Vois ça avec le reste de ta table. Enfin, dernière partie de la colonne de gauche, on retrouve les spécificités de la classe. Les compétences propres à tout ensorceleur sera présent dans cette section. Cela peut inclure des passifs, comme le sens arcanique, qui permet de sentir la présence de personnes et d'objets magiques, ou bien des compétences actives, comme l'illusion mineure ou canaliser la puissance brute, qui sont 2 compétences aux effets très différents. J'irai en détail sur chaque classe pour discuter de chacune de leurs compétences dans un prochain épisode.
Si on retourne en haut de la fiche, sur la partie droite, on va trouver les traits du personnage. Au nombre de 6, ils diffèrent quelque peu des 6 caractéristiques que l'on peut retrouver dans d'autres jeux de rôle. On va retrouver l'agilité, qui sera utile à un personnage qui cherche à courir, sauter, se contorsionner par exemple. La force, qui sera utilisée pour des actions de force brute, pousser, écraser, soulever. La finesse correspondra aux actions requérant un petit peu plus de doigté, de discrétion, comme par exemple se cacher, faire les poches ou fabriquer un objet. L'instinct fera appel au sens du personnage, pour se repérer, trouver un indice ou percevoir si quelqu'un nous cacherait quelque chose. La présence sera utile pour persuader, intimider, charmer ou tromper quelqu'un. Et enfin, le savoir entrera en jeu pour comprendre, analyser une information ou se souvenir d'un détail appris dans la vie du personnage. Quand le personnage voudra faire une action, il faudra choisir le trait approprié et y ajouter son bonus, ou malus éventuel, au jet de dés. En commençant l'aventure au niveau 1, tout personnage peut répartir entre ses traits un bonus de plus 2, 2 fois un bonus de plus 1, 2 fois ni bonus ni malus, 0, et une fois un malus de moins 1. Les traits évolueront ensuite au fur et à mesure des montées de niveau du personnage. Lors du prochain épisode, je discuterai en détail comment ces bonus s'appliquent dans une partie. Enfin, on retrouve dans la partie droite l'inventaire du personnage. Son ou ses armes équipées, son armure équipée et le reste de ce qu'il y a dans son sac à dos. Je rentrerai en détail de l'équipement actif quand je parlerai des combats. Mais ce qui compte pour les armes, c'est le trait utilisé, ainsi que sa portée et le type de dégâts appliqués, ainsi que le type de dés utilisé. Les armes utilisent la compétence pour savoir combien de dés de dégâts seront lancés. Au niveau 1, la compétence d'un personnage est de 1. Ce qui fait que si Marlo frappe un ennemi, elle utilisera un seul des 6 pour calculer ses dégâts. Mais en gagnant des niveaux, la compétence augmente. Et au niveau 2, par exemple, elle pourra augmenter le nombre de dés lancés à 2. Plus de détails dans l'épisode qui détaillera le combat dans Daggerheart. L'armure, quant à elle, déterminera le seuil de dégâts, ainsi que le nombre d'emplacements d'armure, aussi appelé score d'armure. Le reste de l'inventaire permet de garder les armes et les armures non équipées, les potions et autres consommables, ainsi que des autres objets que ton personnage pourra collecter tout au long de l'aventure. En plus de la fiche de personnage, on retrouve les cartes de compétences avec les cartes de communauté, d'ascendance et de sous-classe que tu trouveras quelques pages plus bas. Tu les auras choisies en créant ton personnage et ça accordera des actions et des passifs de manière permanente. Tu as en plus 2 cartes provenant des domaines correspondant à la classe que tu as choisie. Tu te souviens ? Pour l'ensorceleur, il s'agit des domaines minuit et arcane. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Mais une fois qu'on a compris comment fonctionne la fiche de personnage, elle est très simple à lire. Comment faire pour remplir cette fiche au début de l'aventure ? Si les personnages pré-tirés ne te plaisent pas, ou si tu as simplement envie de créer ton propre personnage, regardons la procédure pour créer son personnage en 9 étapes. En premier, tu choisis ta classe. Une fois choisi, tu peux télécharger la fiche correspondante qui aura déjà toutes les informations propres à cette classe déjà pré-remplies, telles que les domaines ou les caractéristiques de la classe. Ensuite, tu choisis ta sous-classe et tu prends la carte correspondante. En deuxième, tu choisis ton héritage, la combinaison de l'ascendance et de la communauté, et tu prends les cartes correspondantes. En troisième, tu attribues les 6 modificateurs dont on a parlé qui correspondent aux différents traits. En quatrième, tu remplis l'évasion, les PV et le stress, ainsi que tes 2 points d'espoir de départ. Cinquième étape, tu choisis ton équipement de base. Il ne sera pas très puissant, mais tu démarres avec une arme principale et potentiellement une arme secondaire, une armure, une potion et un petit pactage de base. Sixième étape, on part un peu plus dans la partie rôle du jeu de rôle. Tu choisis l'historique de ton personnage. Des questions sont déjà préécrites si tu as téléchargé la feuille de personnage correspondant à ta classe. Mais tu peux en trouver d'autres pour exprimer ce qu'a vécu ton personnage. La 7e étape consiste à te créer tes expériences, les bonus que tu obtiens en échange d'un point d'espoir. Tu peux utiliser ton historique et discuter avec ton MJ pour trouver des expériences intéressantes, pertinentes et uniques. Le livre de règles propose quelques expériences, mais tu peux t'en affranchir et créer les tiennes. 8e étape, tu choisis tes cartes de domaine. Au niveau 1, tu as le droit de prendre 2 cartes parmi les 6 cartes de niveau 1 disponibles. Il y en a 3 par domaine. Ça te laisse un grand choix de personnalisation dans les compétences de ton personnage. 9e et dernière étape, créer les connexions avec les autres personnages. Là encore, la
fiche de personnage propose des questions à poser aux autres personnages de ton groupe d'aventuriers pour créer des connexions entre eux très rapidement. Ça permet notamment de créer pourquoi votre groupe existe et pourquoi vous vivez des aventures ensemble. Mais si votre groupe n'existe pas encore, vous pouvez vous servir de ces questions comme d'un présage d'un futur événement que vous allez réaliser pendant l'aventure. Voilà, ton personnage est prêt à commencer son périple. La création du personnage peut prendre un peu de temps. Tu peux le préparer à l'avance ou alors voir entre joueurs et MJ une session qui sera entièrement dédiée à cela. On appelle ça une session 0. La session 0 peut permettre de poser d'autres questions et de définir certaines limites. Je ferai un épisode complet sur ce qu'est une session 0 un peu plus tard et notre actuel play te montrera un exemple de session 0. Garde ta fiche de personnage près de toi, sors tes dés et pars à l'aventure. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai comment utiliser les compétences et les actions de ton personnage pour jouer pleinement à Daggerheart. Je discuterai lancer de dés, espoir et peur. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode de Alamzegal. À bientôt et que tes prochains jets soient pleins d'espoir.